Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres au sommaire de cette édition. La Côte d'Ivoire verra bientôt l'instauration d'une assurance tout risque chantier obligatoire pour protéger les populations des effondrements de bâtiments et autres risques de construction. Un atelier sur ce sujet s'est ouvert à Abidjan. Des solutions d'assurance convenables pour la couverture des risques inhérents au chantier sont attendues. 3 Ivoiriens valorisent la Côte d'Ivoire au Rwanda. Ils sont pilotes, directeurs d'école et responsables d'entreprise. Nous verrons dans ce journal comment ces ambassadeurs tout particuliers de la Côte d'Ivoire participent au rayonnement de leur terre d'accueil. Et puis confusion en Italie, l'ancien chef du gouvernement italien Matteo Renzi a quitté le Parti démocrate pour fonder son propre mouvement. Il promet toutefois de continuer à apporter son soutien au gouvernement. Bienvenue dans ce 23h. Une assurance tout risque chantier obligatoire pour tous pour la construction des immeubles en Côte d'Ivoire pourrait bientôt être instaurée. Les responsables de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique et les acteurs du secteur de l'immobilier s'interrogent sur la prise en charge des victimes et la sécurisation des biens des opérateurs immobiliers en cas d'effondrement. Près de 16 cas d'effondrement de bâtiments faisant 222 victimes ont été enregistrés en Côte d'Ivoire ces 3 dernières années. Toutefois, il faudrait rendre l'assurance tout risque chantier obligatoire et il faudrait la rendre nécessaire. Et c'est l'avis de la Direction générale du Trésor public, Francis Boifo. Des immeubles qui s'effondrent de jour comme de nuit à Abidjan et à l'intérieur du pays. Le phénomène inquiète et interpelle. 16 cas d'effondrement de 2017 à ce jour, avec 222 victimes, dont 38 décès. Constat. La construction, le chantier de ces immeubles ne sont pas couverts par de polices d'assurance, si bien que lorsqu'il y a un effondrement de l'immeuble, le problème d'indemnisation des victimes s'impose. Pour une meilleure prise en charge des victimes et mieux sécuriser les biens des propriétaires et promoteurs immobiliers, le Trésor public veut instaurer l'assurance tout risque chantier. Notre souhait est que cette intention aboutisse, une législature rigoureuse, dans les lois qui vont régir, n'est-ce pas, l'obligation de s'assurer, soient intégrés tous les acteurs de la construction, de manière à ce que, au fur et à mesure de l'évolution des bâtiments, leur construction, des notes d'étape soient réalisées pour mettre en confiance aussi bien le maître d'ouvrage, qui est celui qui a commandé le bâtiment, que l'entrepreneur qui aura à le réaliser. Autre préoccupation majeure, l'accessibilité aux polices d'assurance. Je voudrais en conséquence inviter les compagnies d'assurance à proposer des couvertures adaptées aux besoins des entrepreneurs et autres professionnels du BTP, avec des procédures d'indemnisation clairement définies. Les acteurs disposent de 48 heures pour définir les risques à couvrir, l'étendue des garanties, les modalités pratiques de souscription, les dispositions liées au contrôle de l'obligation, ainsi que les sanctions encourues en cas de non-respect de cette obligation. Un autre risque accidentel, les catastrophes naturelles. La Côte d'Ivoire recevra de la société d'assurance de la mutuelle panafricaine de gestion des risques plus de 400 millions de francs CFA d'indemnités à la suite de graves déficits pluviométriques enregistrés au centre du pays pour la saison agricole 2019. C'est un reportage de Cheikh Koné. Plus de 440 millions de francs CFA. C'est le montant de l'indemnité que percevra à la fin du mois d'octobre prochain le gouvernement ivoirien pour assister les agriculteurs du centre du pays en raison des graves déficits pluviométriques enregistrés dans la dite région pendant la campagne agricole 2019. Cette indemnité est le fruit de la souscription à une police d'assurance de la mutuelle panafricaine de gestion des risques, ARC, par l'État de Côte d'Ivoire. Le montant est déterminé, la population cible est déterminée. Maintenant, comment nous allons répartir ce montant? Ça a été l'objet de cet atelier qui vient de prendre fin. Nous avons réuni l'ensemble des administrations, des ministères techniques concernés pour réfléchir sur les modalités de répartition de ce montant. Cette indemnité sera reversée à environ 400 000 personnes touchées. Avec ce mécanisme, la Côte d'Ivoire dispose, à l'instar d'autres pays africains, de fonds immédiatement décaissés lorsque survient
une catastrophe naturelle. À l'origine, les ministres de l'économie et des finances de l'Union africaine ont réfléchi à des solutions innovantes permettant donc de pouvoir répondre en cas de catastrophe naturelle rapidement, d'avoir des financements disponibles pour ne pas avoir à faire des réallocations budgétaires lorsque nous sommes frappés par des inondations ou des sécheresses, et être organisé et pouvoir répondre rapidement. Parce que la réponse rapide, ça coûte beaucoup moins cher que d'attendre que la catastrophe arrive et ensuite aller essayer de trouver des solutions. C'est en 2019 que la Côte d'Ivoire rejoint le pool de risque de l'ARC. Le contrat d'assurance signé par l'État de Côte d'Ivoire couvre uniquement la saison agricole. Pour l'instant, 2 régions, celles du centre et du nord, bénéficient d'une couverture des risques de catastrophes naturelles. La couverture du risque des inondations, elle, serait en cours de validation. La Côte d'Ivoire, avec le Ghana, le Togo et la Gambie, sont les 4 pays pilotes du modèle des inondations. Et donc, il y a un groupe technique qui est coordonné par le ministère de l'économie et des finances avec les ministères techniques également, qui est actuellement en train de valider le modèle des inondations. Si à la fin de la saison, le modèle est validé, alors on pourra l'ouvrir à toute l'Afrique et la Côte d'Ivoire pourra également souscrire à ce modèle-là. Depuis 2014, les États membres de l'ARC, dont la Côte d'Ivoire, ont signé 32 contrats d'assurance représentant plus de 40 milliards de francs CFA de primes versées pour une couverture d'assurance cumulée d'environ 300 milliards de francs CFA. La zone de libre-échange continentale entrera en vigueur en juillet 2020. Cet accord qui vise à augmenter le commerce intra-africain de 60% a réuni le secteur privé ivoirien. Les avantages et contraintes du texte de cet accord ont été analysés. Noël Gagnon. La ZLCAF, la zone de libre-échange continentale africaine, date retenue pour sa mise en œuvre, juillet 2020. D'ici à là, il faut outiller les pouvoirs publics, les privés, sur les avantages, mais aussi les contraintes à s'approprier. Il s'agit d'ouvrir les frontières à la concurrence africaine. Non seulement les investisseurs étrangers vont venir en Côte d'Ivoire, mais également les Ivoiriens pourront exploiter des opportunités de marché sur tout le continent africain. Le comité local ZLCAF a consacré 48 heures aux privés ivoiriens. Objectif, leur expliquer la pertinence du projet, mais également identifier avec eux les nouveaux marchés à explorer. Donc là, il s'agira de mettre sur la table tout un ensemble de stratégies d'ajustement à cet accord-là qui arrive, de voir là où nous avons des faiblesses et chercher effectivement à les adresser, et là où nous pouvons effectivement préparer davantage les entreprises de façon à tirer le maximum de profit de cet accord qui arrive. Notons qu'à Niamey, au Niger, 5 instruments opérationnels ont été lancés le 8 juillet dernier. Ils portent sur les règles d'origine, le portail en ligne pour les offres tarifaires, la notification au suivi et à l'élimination de barrières non tarifaires, le système panafricain des paiements et des règlements numériques, enfin, l'Observatoire du commerce africain. La dernière attaque au drone de 2 sites pétroliers en Arabie Saoudite soulève une grande polémique autour de l'or noir, le pétrole. L'Arabie Saoudite, qui est le premier pays exportateur mondial de pétrole, et cette attaque contre ces installations pétrolières réduit brutalement l'approvisionnement du monde. Dans les faits, cette attaque a provoqué l'interruption de la production de 2 sites, ce qui représente une perte de 5,7 millions de barils de brut par jour. Faudrait-il craindre une hausse des prix? Suivant cette analyse de Jean-Luc Mango. Déjà une augmentation de 15% du prix du baril du pétrole à l'international. C'est le constat fait depuis le samedi dernier, après les attaques par les drones des installations et de champs pétrolifères en Arabie Saoudite. Ces attaques ont amputé de moitié les capacités d'exploitation du premier producteur mondial d'or noir. Si l'Arabie Saoudite perd 5,7 millions de barils par jour du fait de ces destructions, les conséquences à l'échelle mondiale sont indéniables. Il s'agit de la plus forte baisse de production de l'histoire pétrolière. C'est 5% de la consommation mondiale qui se trouve ainsi impactée. Les usines détruites au nord-est du pays étaient appelées le talon d'Achille de l'économie mondiale par les spécialistes. C'est un endroit où le pétrole brut tout juste extrait est nettoyé et préparé pour l'exportation. Près de 70% des ventes de pétrole saoudiennes transitent par ces installations d'Abaqaiq, qui sont les plus importantes au monde. Et il va falloir plusieurs mois pour réparer les dégâts de l'attaque. À ce jour, les coûts pétroliers représentent environ 30% du prix des carburants.
La persistance de ce haut niveau des prix va donc dépendre de la capacité de l'Arabie Saoudite et des autres pays producteurs à compenser la chute du nombre de barils produits par Riyad. Et en Côte d'Ivoire, le nouveau secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a reçu hier de son ministre de tutelle les orientations pour accomplir sa fonction. Le compte-rendu de cette passation de charge par Grace Kando. Dr Brice Kouassi, secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, reçoit quelques documents symboliques de son département des mains de la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le nouveau secrétaire d'État entend insuffler une nouvelle dynamique à son secteur. Notre secteur est bien connu, est bien apprécié à l'extérieur, mais nous-mêmes en interne, je vous avoue qu'on n'a pas toujours réussi à faire ce que nous voulions pour ce secteur-là. Alors que c'est un secteur qui peut permettre de régler en amont tous les problèmes du chômage. Donc ensemble, ce que nous allons faire, c'est continuer l'application de toutes les résolutions que vous avez prises depuis 2009. Ce que nous allons apporter comme petite contribution, c'est surtout au niveau de l'information. Il va falloir faire un travail d'information auprès de ces populations-là pour les amener à mieux comprendre la formation professionnelle et l'enseignement technique. Un état des lieux des différents établissements publics et privés de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a été fait par la ministre Kandia Camara avant de revenir sur les réformes engagées. Elle vise principalement à améliorer la qualité de l'enseignement et de la formation professionnelle, assurer l'adéquation entre la formation et les besoins de l'économie nationale, favoriser l'insertion professionnelle des produits issus de l'enseignement technique et la formation professionnelle, renforcer les capacités des formateurs et des acteurs du monde professionnel. À cela s'ajoute la mise en œuvre des travaux de construction et d'équipement de 4 établissements d'une capacité de 2000 places et l'accord de prêt du fonds cohésien qui consistera à bâtir un lycée technique et professionnel à Daloa. Gardant le ton de l'éducation en cette période de rentrée scolaire, la chefferie d'Anono apporte son soutien aux parents d'élèves du village. Des kits scolaires ont été remis aux représentants des différentes communautés et structures sociales en charge de l'enfance à Anono. Un acte de solidarité rapporté par Théodore Zouzou et Abou Sanogo. 1000 kits scolaires d'un coût de 4 millions de francs CFA, composés entre autres de cahiers, d'ardoises et de crayons de couleur. C'est la contribution de la chefferie du village d'Anono dans la commune de Cocody à l'acquisition des fournitures scolaires des élèves du primaire du village, toutes communautés confondues. Une action qui vise à soutenir les parents d'élèves, mais aussi la politique nationale de distribution gratuite des kits scolaires. Un enfant qui n'a pas reçu de formation, je pense que ça, sincèrement, ça amène directement au banditisme. La rentrée scolaire est arrivée, la chefferie tout entière, au nom du village, au nom du village, on a demandé à ce qu'on soutienne les parents. Donc l'objectif, c'est de créer la cohésion, la solidarité entre la population et la chefferie. Remise symbolique aux différents représentants des communautés et structures sociales dans le village. Ces bénéficiaires serviront de relais pour la remise aux différents élèves dans chaque communauté. Nous disons merci à la chefferie d'Anono et sa notabilité d'avoir pensé aux enfants. C'est une bouffée d'air pour les parents en ce jour de recevoir ces kits-là afin d'aider leurs enfants à aller à l'école. Ces genres de cérémonies sont organisées en faveur des enfants, surtout les parents qui n'ont pas les moyens de payer des fournitures scolaires à leurs enfants. C'est bienvenu en cette début d'année scolaire pour vraiment satisfaire les parents. Un acte de solidarité, comme un appui aux efforts du gouvernement. L'année dernière, la Côte d'Ivoire a distribué 3 865 000 kits d'environ 8 milliards de francs CFA.
De l'éducation au monde du travail, il n'y a qu'un pas. Parlons de sécurité et de santé au travail. Selon les données de la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, chaque année, la Côte d'Ivoire enregistre en moyenne 7500 accidents de travail qui engendrent 71 000 jours d'incapacité de travail. C'est un bilan qui motive une demande d'appui de l'Organisation internationale du travail pour améliorer la situation nationale en matière de sécurité et de santé au travail. Et pour cela, 70 acteurs bénéficient d'un renforcement de capacité pour mener efficacement la lutte pour le respect des normes du travail en Côte d'Ivoire. Grace Kando. Chaque année, selon le Bureau international du travail BIT, 2,2 millions de travailleurs dans le monde décèdent dans le cadre de leur travail. En Côte d'Ivoire, la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale, enregistre en moyenne 8 000 accidents du travail par an. Les préjudices causés par ces accidents du travail et maladies professionnelles se chiffrent à environ 3 milliards de francs CFA. Pour réduire les effets nocifs des activités professionnelles sur la santé physique et mentale des travailleurs, les autorités ivoiriennes ont sollicité l'appui de l'Organisation internationale du travail, OIT. Une rencontre pour que, ensemble, nous puissions échanger sur le plan national d'action de lutte contre le travail des enfants 2019-2021 que donc Mme Dominique Ouattara a officiellement présenté. Ce plan a des caractéristiques. L'une des caractéristiques sur laquelle nous voulons insister, c'est que ce plan, pour la première fois, comporte une composante sur les questions de santé et sécurité au travail. La présente campagne de promotion de la sécurité et de la santé au travail est un prétexte pour solliciter une réelle implication des acteurs du monde du travail. Ces participants, au nombre de 70, sont des experts, des membres du Comité national de surveillance, des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, ainsi que des organisations d'employeurs et de la Direction générale du travail. La loi dit que pour engager donc un enfant à un poste, il faut s'assurer que cet enfant-là a eu préalablement une formation dans le domaine indiqué et qu'il travaille dans les conditions qui garantissent sa santé et sa sécurité au travail. Il est prévu 3 jours de travaux. Ils seront émaillés d'échanges pour l'élaboration d'un plan d'action destiné à la promotion de la santé et la sécurité au travail en Côte d'Ivoire. Ce plan vise également à contribuer à l'élimination du travail des enfants. On change de décor et on part à Kigali, au Rwanda. 3 Ivoiriens ont su se distinguer dans leur secteur d'activité. L'un est pilote, l'autre directeur d'école et la seule femme dans ce trio est la directrice d'entreprise. Kigali est leur terre d'accueil depuis 7 ans. Comment contribue-t-il au développement socio-économique de ce pays adoptif? Noël Niagno a rencontré ces Ivoiriens de Kigali. Suivons son reportage. Marcel Gabou, pilote à Rwandair. Sarah Doucouré Bébé, la CEO de Vivo Énergie du Rwanda. Éric Christian, le directeur de l'école Les Poussins. Leur dénominateur commun, ils sont ivoiriens vivant à Kigali, la capitale du Rwanda. Une référence qui fait recette. Partout où nous allons dans des rencontres, où nous avons des discussions, des séminaires, quand on vous sait ivoirien, c'est une qualité. Parce que tous mes amis ici au Rwanda ont pour ambition de visiter la Côte d'Ivoire. Parce que ceux qui y sont déjà allés leur reviennent avec de très bonnes nouvelles. La Côte d'Ivoire est un grand pays. Un grand pays au-delà des frontières que nous connaissons. Et ce qui fait que ici, on nous respecte seulement à entendre le nom Côte d'Ivoire. Comment réconcilier cet identifiant avec les actes posés au quotidien, chacun dans son domaine d'activité? Le capitaine Gabou, pilote en chef de Rwandair, un témoin éloquent. Captain Gabou is our chief pilot, as you know. He's very tough. Capitaine Gabou est notre chef pilote.
Il est très discipliné et fait du bon boulot. Dans le département des opérations des vols en tant que chef. C'est un plaisir de l'avoir dans notre équipe et de le voir prendre part à la croissance de cette compagnie aérienne. La preuve par 4. Rwanda aujourd'hui a 2 Airbus A330. Celui que je pilote aujourd'hui qui est l'A330-300. C'est un avion qui pèse quand même 242 tonnes. On a 277 passagers à bord. Et on va voyager avec eux pendant 9h30 de vol. Donc il y a une grosse responsabilité qui est sur mes épaules et de tout mon équipage. Et donc on est obligé de faire attention aux moindres détails. Idem pour Éric Christian et Sarah Doucouré dans la gestion de leurs responsabilités respectives. Je dirais que pour pouvoir réussir en Afrique, il faut savoir ce qu'on veut. Il ne faut pas lésiner à mettre les moyens et à mettre les atouts de son côté pour pouvoir se lancer, pour pouvoir saisir les opportunités et atteindre ses objectifs. Donc pour moi, c'est vraiment un plan. Il faut faire ses plans, il faut avoir des plans bien précis et il faut se donner les moyens d'y arriver. Éric Christian, le pédagogue, dispense ses acquis aux poussins d'aujourd'hui qui seront demain les poules et les coqs de la basse-cour. Dans mon école ici, j'ai 450 élèves. Donc imaginez à peu près 400 familles de Français en train de revenir. Et avec la chance que nous avons eue d'avoir Mme Louise Mouchiki-Wabo comme secrétaire générale de la francophonie, ce qui nous amène à renforcer notre ambition en matière de langue française, à aller enseigner la langue française dans le plus petit hameau. Sarah Doucouré Bébé, l'une des rares femmes dans le pétrole en Afrique. Un secteur à forte dominance masculine s'emploie à tirer son épingle du jeu. Le domaine pétrolier est un secteur assez masculin, mais ce n'est pas impossible. Donc il faut vraiment avoir cette volonté-là et se donner les moyens d'y arriver. Leçon à retenir, être femme n'est pas une fatalité. En direction des jeunes filles, je leur dirais ayez la tête sur les épaules. Avoir la tête sur les épaules, c'est savoir que parce que vous êtes femme, vous allez avoir sûrement plus de difficultés qu'un homme dans le même secteur. Il ne faut pas vous dire que parce que je suis une femme, alors j'ai moins de facilité ou je ne vais pas arriver à certains niveaux. Non. Si vous voulez vraiment évoluer dans le milieu professionnel, alors il faut oser. Ces ambassadeurs d'un genre nouveau ont quelquefois le mal du pays. Habituellement, me manque par moment au niveau familial, au niveau des amis, mais quand vous avez une conviction dans la vie, quand vous avez des ambitions personnelles à réaliser, vous êtes obligé d'aller là où vous pouvez trouver votre bonheur. Abidjan me manque beaucoup, j'y vais régulièrement et à part peut-être le climat, on va dire un peu plus tempéré ici, je me sens un peu, c'est un peu mon Abidjan à moi. Hein. On se retrouve un peu, on a nos traditions culinaires ici aussi. On a ramené un peu les traditions culinaires ivoiriennes ici. Je pense que vivre en Afrique, hein, c'est un choix et il faut vraiment pouvoir s'adapter dans tous les contextes. Vous avez dit s'adapter. C'est le lot quotidien du pilote. Un vol ne ressemble pas à un autre. Donc chaque fois que je viens faire un vol, ça nécessite une préparation personnelle. La nouvelle Afrique en construction est à ce prix. Voilà, c'est là un bel exemple d'intégration. Reportage à revoir sur les plateformes digitales de la RTI. Ce mardi 17 septembre, le monde entier commémore la 32e journée internationale de la couche d'ozone. 32 ans et en voie de guérison, c'est le thème valorisé cette année. Le récit de cette journée commémorative par Patricia Oumouitia. Après la découverte de trous béants dans les années 80, la couche d'ozone qui nous protège des rayons ultraviolets semble être en voie de reconstitution.
En effet, la couche d'ozone avait été endommagée par des produits chimiques artificiels, notamment le chlorofluorocarbure ou CFC. On les trouve dans des produits comme les bombes aérosols, les réfrigérateurs, les isolants en mousse et les climatiseurs. En signant le protocole d'accord, la Côte d'Ivoire a accepté d'éliminer progressivement les produits chimiques comme les CFC. Le R22, c'est le gaz qui permet de produire la climatisation. Et le programme des Nations Unies pour l'environnement a décidé que la Côte d'Ivoire, comme les pays en voie de développement, arrive à éliminer pour 35% de la consommation. Pour l'État ivoirien, les résultats très satisfaisants obtenus dans le monde entier en application du protocole de Montréal doivent être maintenus et entretenus. Nos parents, à l'intérieur, souvent entendent certaines terminologies, couches d'ozone, réchauffement climatique, mais ne savent pas trop de quoi il s'agit. Et ils ne savent pas qu'ils ont eux-mêmes la capacité de poser des actes pour lutter contre ces phénomènes qui appauvrissent la couche d'ozone. Sur le plan national, les activités d'élimination des substances qui appauvrissent la couche d'ozone consommées en Côte d'Ivoire, conduites par le Bureau Ozone sous l'autorité du ministère de l'Environnement et du Développement durable, ont été un véritable succès. Parlons à présent de politique. La paix et le développement étaient prônés à Saint-Fra dans la région de la Maraoué le week-end dernier. L'événement fut aussi l'occasion pour les populations et leurs hôtes de sceller l'union pour le compte du RHDP, Léon Bro. Le président de l'association des cadres RHDP du Centre pour le développement et sa délégation accueillit à Balibounou, village d'Halogène Baoulé dans le département de Saint-Fra. Première interrogation du ministre de l'Équipement, les conditions de vie dans cette localité et ses 100 campements d'agriculteurs. Balibounou, c'est un village. On veut une électrification du village. On a besoin d'eau potable. On a besoin de les machines broyeuses et puis les 3 pieds qui ramassent les bagages. À ces préoccupations, réponse du ministre Amédée Kouakou. Espèce pour booster dans l'immédiat les activités génératrices de revenus, reprofilage prochain des pistes pour l'écoulement des produits. Objectif, amélioration des conditions de vie de ses concitoyens, explique le ministre de l'Équipement, également en mission de sensibilisation sur les idéaux de cohésion, de paix et de développement du RHDP. Le président de la République et le Premier ministre, c'est leur objectif, apporter le développement donc aux populations ivoiriennes. Mais tout cela ne peut se faire que dans la paix, dans la cohésion, dans l'entente. Le RHDP est l'unique parti ici en Côte d'Ivoire qui peut se targuer d'être représenté sur l'ensemble du territoire national. Pour dire que tous les Ivoiriens, nous sommes des frères et des sœurs et nous avons l'obligation de nous entendre. Au total, le RHDP, une panacée pour le progrès et le bonheur à promouvoir. Dans sa logique, il faut le RHDP pour qu'il y ait la paix. Et je sais que c'est avec le RHDP que la paix est revenue en Côte d'Ivoire. Donc je suis entièrement d'accord. Je vais associer les femmes pour leur dire que c'est RHDP qui est la solution. Cet engagement, au regard du bilan du président Alassane Ouattara, que le programme social de gouvernement s'active à renforcer, selon le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Les populations de Saint-Fra qui recevaient le ministre Amédée Kouakou. Le RHDP accueille un nouveau mouvement politique. Il s'agit de l'Alliance de la Nouvelle Génération pour Guillaume Kibafori Soro. Les membres de ce groupement l'ont annoncé hier au cours d'une conférence de presse. Lydie Sadia et Sidonie Davila. Alliance de la Nouvelle Génération pour Guillaume Kibafori Soro, ANG-GKS, devient Alliance de la Nouvelle Génération pour Amadou Gon Coulibaly, AN-AGC. Le mouvement intègre le RHDP. Il a été décidé de la dissolution pure et simple de l'Alliance de la Nouvelle Génération pour Guillaume Kibafori Soro, qui rejoint définitivement le RHDP, qui est un parti de développement, de paix et de cohésion sociale. Par son adhésion au Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, l'Alliance entend soutenir le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly dans ses actions et à travers lui, la politique de développement du président Alassane Ouattara. Le nouveau mouvement politique ainsi créé s'engage
à la promotion des actions politiques et de développement du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et de son chef de gouvernement, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, mais aussi continuera sa politique d'implantation de ses bases en vue de la participation massive de nos militants et sympathisants aux activités politiques de notre nouvelle maison, le RADP. Le mouvement AN-AGC s'apprête dans les prochains jours à investir le terrain pour mener des actions de développement et de réconciliation. Passons à présent à l'actualité internationale. En Italie, Matteo Renzi quitte le Parti démocrate pour fonder son propre mouvement. L'ancien chef du gouvernement italien, l'un des hommes forts de la gauche dans la péninsule, assure cependant qu'il continuera d'apporter son soutien au gouvernement. Son départ du Parti démocratique changera l'équilibre même du nouveau gouvernement fondé il y a quelques jours et cela pourrait menacer la stabilité du pouvoir exécutif. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve demain à la même heure pour un autre journal. Bonsoir à tous.